Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors je suis ravie de vous retrouver ce soir pour vous continuer la lecture d'un roman magnifique et romantique, donc d'Alexandre Dumas fils, La Dame aux Camélias. C'est une des histoires romantiques les plus célèbres car non seulement elle a donné lieu donc à ce roman que nous allons lire maintenant, mais également à une pièce de théâtre ainsi qu'au célèbre opéra de Verdi, La Traviata. Elle a aussi également été adaptée au cinéma de nombreuses fois. Donc nous allons continuer la lecture de ce livre. J'espère que vous allez passer un agréable moment. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Nous allons commencer la lecture. Quand je rentrais chez moi, reprit-il, sans avoir besoin de se recueillir, tant tous ces détails étaient encore présents à sa pensée, je ne me couchais pas. Je me mis à réfléchir sur l'aventure de la journée. La rencontre, la présentation, l'engagement de Marguerite vis-à-vis de moi, tout avait été si rapide, si inespéré, qu'il y avait des moments où je croyais avoir rêvé. Cependant, ce n'était pas la première fois qu'une fille comme Marguerite se promettait à un homme pour le lendemain du jour où il le lui demandait. J'avais beau me faire cette réflexion, la première impression produite par ma future maîtresse sur moi avait été si forte qu'elle subsistait toujours. Je m'entêtais encore à ne pas voir en elle une fille semblable aux autres, et avec la vanité si commune à tous les hommes, j'étais prêt à croire qu'elle partageait invinciblement pour moi l'attraction que j'avais pour elle. Cependant, j'avais sous les yeux des exemples bien contradictoires, et j'avais entendu dire souvent que l'amour de Marguerite était passé à l'état de denrée, plus ou moins cher, selon la saison. Mais comment aussi, d'un autre côté, concilier cette réputation avec les refus continuels faits aux jeunes hommes, aux jeunes comtes, que nous avions trouvés chez elle? Vous me direz qu'il lui déplaisait et que comme elle était splendidement entretenue par le duc, pour faire tant que de prendre un autre amant, elle aimait mieux un homme qui lui plut. Alors, pourquoi ne voulait-elle pas de Gaston, charmant, spirituel, riche, et paraissait-elle vouloir de moi, qu'elle avait trouvé si ridicule la première fois qu'elle m'avait vue? Il est vrai qu'il y a des incidents d'une minute qui font plus court qu'une année. Excusez-moi. Il est vrai qu'il y a des incidents d'une minute qui font plus qu'une cour d'une année. De ceux qui se trouvaient au souper, j'étais le seul qui se fût inquiété en la voyant quitter la table. Je l'avais suivi. J'avais été ému à ne pouvoir le cacher. J'avais pleuré en lui baisant la main. Cette circonstance, réunie à mes visites quotidiennes pendant les 2 mois de sa maladie, avait pu lui faire croire, voir en moi, un autre homme que ceux connus jusqu'alors. Et peut-être s'était-elle dit qu'elle pouvait bien faire pour un amour exprimé de cette façon, ce qu'elle avait fait tant de fois. Que cela n'avait déjà plus de conséquences pour elle. Toutes ces suppositions, comme vous le voyez, étaient assez vraisemblables. Mais quelle que fût la raison à son consentement, il y avait une chose certaine, c'est qu'elle avait consenti. Or, j'étais amoureux de Marguerite. J'allais la voir, je ne pouvais rien lui demander de plus. Cependant, je vous le répète, quoique ce fût une fille entretenue, je m'étais tellement, peut-être pour la poétiser, fait de cet amour un amour sans espoir, que plus le moment approchait où je n'aurais même plus besoin d'espérer, plus je doutais. Je ne fermais pas les yeux de la nuit. Je ne me reconnaissais pas, j'étais à moitié fou. Tantôt,
Je ne me trouvais ni assez beau, ni assez riche, ni assez élégant pour posséder une pareille femme. Tantôt, je me sentais plein de vanité à l'idée de cette possession, puis je me mettais à craindre que Marguerite n'eût pour moi qu'un caprice de quelques jours. Et pressentant un malheur dans une rupture prompte, je ferais peut-être mieux, me disais-je, de ne pas aller le soir chez elle et de partir en lui écrivant mes craintes. De là, je passais des espérances sans limite à une confiance sans bornes. Je faisais des rêves d'avenir incroyables. Je me disais que cette fille me devrait sa guérison physique et morale, que je passerais toute ma vie avec elle et que son amour me rendrait plus heureux que les plus virginal amour. Enfin, je ne pourrais vous répéter les 1000 pensées qui montaient dans mon cœur et dans ma tête, et qui s'éteignirent peu à peu dans le sommeil qui me gagna au jour. Quand je me réveillai, il était 2 heures. Le temps était magnifique. Je ne me rappelle pas que la vie m'ait jamais paru aussi belle et aussi pleine. Les souvenirs de la veille se représentaient à mon esprit sans ombre, sans obstacle, gaiement escortés des espérances du soir. Je m'habillais à la hâte. J'étais content et capable des meilleures actions. De temps en temps, mon cœur bondissait de joie et d'amour dans ma poitrine. Une douce fièvre m'agitait. Je ne m'inquiétais plus des raisons qui m'avaient préoccupée avant que je m'endormisse. Je ne voyais que le résultat. Je ne songeais qu'à l'heure où je devais revoir Marguerite. Il me fut impossible de rester chez moi. Ma chambre me semblait trop petite pour contenir mon bonheur. J'avais besoin de la nature entière pour m'épancher. Je sortis. Je passai par la rue d'Antin. Le coupé de Marguerite l'attendait à sa porte. Je me dirigeais du côté des Champs-Élysées. J'aimais, sans même les connaître, tous les gens que je rencontrais. Comme l'amour rend bon. Au bout d'1 heure que je me promenais des chevaux de Marly, au rond-point et du rond-point aux chevaux de Marly, je vis de loin la voiture de Marguerite. Je ne la reconnus pas. Je la devinais. Au moment de tourner l'angle des Champs-Élysées, elle se fit arrêter, et un grand jeune homme se détacha d'un groupe où il causait pour venir causer avec elle. Ils causèrent quelques instants. Le jeune homme rejoignit ses amis, les chevaux repartirent, et moi qui m'étais approché du groupe, je reconnus dans celui qui avait parlé à Marguerite ce comte de G, dont j'avais vu le portrait et que Prudence m'avait signalé comme celui à qui Marguerite devait sa position. C'était à lui qu'elle avait fait défendre sa porte la veille. Je supposais qu'elle avait fait arrêter sa voiture pour lui donner la raison de cette défense, et j'espérais qu'en même temps, elle avait trouvé quelques nouveaux prétextes pour ne pas le recevoir la nuit suivante. Comment le reste de la journée se passa ? Je l'ignore. Je marchais, je fumais, je causais. Mais de ce que je dis, de ce que je rencontrais à 10 heures du soir, je n'avais aucun souvenir. Tout ce que je me rappelle, c'est que je rentrais chez moi, que je passais 3 heures à ma toilette et que je regardais 100 fois ma pendule et ma montre, qui malheureusement allaient l'une comme l'autre. Quand 10h30 sonnèrent, je me dis qu'il était temps de partir. Je demeurais à cette époque rue de Provence. Je suivis la rue du Mont-Blanc, je traversai le boulevard pris la rue Louis-le-Grand, la rue de Port-Mahon et la rue d'Antin. Je regardais aux fenêtres de Marguerite. Il y avait de la lumière. Je sonnai. Je demandai au portier si mademoiselle Gauthier était chez elle. Il me répondit qu'elle ne rentrait jamais avant 11h ou 11h15. Je regardai ma montre. J'avais cru venir tout doucement. Je n'avais mis que 5 minutes pour venir de la rue de Provence chez Marguerite. Alors je me promenais dans cette rue sans boutique et déserte à cette heure. Au bout d'une demi-heure, Marguerite arriva. Elle descendit de son coupé en regardant autour d'elle comme si elle eût cherché quelqu'un. La voiture repartit au pas, les écuries et la remise n'étant pas dans la maison. Au moment où Marguerite allait sonner, je m'approchai et lui dis « Bonsoir ».
C'est vous, me dit-elle d'un ton rassurant sur le plaisir qu'elle avait à me trouver là. Ne m'avez-vous pas permis de venir vous faire visite aujourd'hui? C'est juste, je l'avais oublié. Ce mot renversait toutes mes réflexions du matin, toutes mes espérances de la journée. Cependant, je commençais à m'habituer à ces façons et je ne m'en allais pas. Ce que j'eusse évidemment fait autrefois. Nous entrâmes. Nanine avait ouvert la porte d'avance. « Prudence est-elle entrée ?» demanda Marguerite. « Non, madame. Va dire que dès qu'elle rentrera, elle vienne. Auparavant, éteins la lampe du salon. Et s'il vient quelqu'un, réponds que je ne suis pas rentrée et que je ne rentrerai pas. » C'était bien là une femme préoccupée de quelque chose et peut-être ennuyée d'un importun. Je ne savais quelle figure faire ni que dire. Marguerite se dirigea du côté de sa chambre à coucher. Je restai où j'étais. « Venez, me dit-elle. Elle ôta son chapeau, son manteau de velours, et le jeta sur son lit, puis se laissa tomber dans un grand fauteuil auprès du feu, qu'elle faisait faire jusqu'au commencement de l'été, et me dit en jouant avec la chaîne de sa montre, « Eh bien, que me conterez-vous de neuf ?» Rien, sinon que j'ai eu tort de venir ce soir. Pourquoi ? Parce que vous paraissez contrarié et que sans doute je vous ennuie. Vous ne m'ennuyez pas, seulement je suis malade, j'ai souffert toute la journée, je n'ai pas dormi et j'ai une migraine affreuse. Voulez-vous que je me retire pour vous laisser mettre au lit ? Oh, vous pouvez rester. Si je veux me coucher, je me coucherai bien devant vous. En ce moment, on sonna. « Qui vient encore ?» dit-elle avec un mouvement d'impatience. Quelques instants après, on sonna de nouveau. « Il n'y a donc personne pour ouvrir. Il va falloir que j'ouvre moi-même. » En effet, elle se leva en me disant « Attendez ici. » Elle traversa l'appartement et j'entendis ouvrir la porte d'entrée. J'écoutais. Celui à qui elle avait ouvert s'arrêta dans la salle à manger. Au premier mot, je reconnus la voix du jeune comte de N. 3 petits points. « Comment vous portez-vous ce soir ?» disait-il. « Mal, » répondit sèchement Marguerite. « Est-ce que je vous dérange ? Peut-être. Comme vous me recevez. Que vous ai-je fait, ma chère Marguerite ? Mon cher ami, vous ne m'avez rien fait. Je suis malade, il faut que je me couche. Ainsi, vous allez me faire le plaisir de vous en aller. Cela m'assomme de ne pas pouvoir rentrer le soir sans vous voir apparaître 5 minutes après. Qu'est-ce que vous voulez ? Que je sois votre maîtresse ? Eh bien, je vous ai déjà dit 100 fois que non, que vous m'agacez horriblement et que vous pouvez vous adresser autre part. Je vous le répète aujourd'hui pour la dernière fois, je ne veux pas de vous, c'est bien convenu ? Adieu. Tenez, voici Nanine qui entre. Elle va vous éclairer. Bonsoir. » Et sans ajouter un mot, sans écouter ce que balbutiait le jeune homme, Marguerite revint dans sa chambre et referma violemment la porte, par laquelle Nanine, à son tour, rentra presque immédiatement. « Tu m'entends ?» lui dit Marguerite. « Tu diras toujours à cet imbécile que je n'y suis pas ou que je ne veux pas le recevoir. Je suis lasse à la fin de voir sans cesse ces gens qui viennent me demander la même chose, qui me payent et qui se croient quittes avec moi. Si celle qui commence notre honteux métier savait ce que c'est, elle se ferait plutôt femme de chambre. Mais non, la vanité d'avoir des robes, des voitures, des diamants nous entraîne. On croit à ce que l'on entend, car la prostitution a sa foi, et l'on use peu à peu son cœur, son corps, sa beauté. On est redouté comme une bête fauve, méprisé comme un paria. On est entouré que de gens qui vous prennent toujours plus qu'ils ne vous donnent. Et on s'en va un beau jour crever comme un chien après avoir perdu les autres.
et s'être perdu soi-même. Voyons, madame, calmez-vous, dit Nanine. Vous avez mal au nerf ce soir. Cette robe me gêne, reprit Marguerite en faisant sauter les agrafes de son corsage. Donne-moi un peignoir. Eh bien, Prudence. Elle n'était pas rentrée, mais on l'enverra à madame dès qu'elle rentrera. En voilà encore une, continua Marguerite en ôtant sa robe et en passant un peignoir blanc. En voilà encore une qui sait bien me trouver quand elle a besoin de moi et qui ne peut pas me rendre un service de bonne grâce. Elle sait que j'attends cette réponse ce soir, qu'il me la faut, que je suis inquiète et je suis sûre qu'elle est allée courir sans s'occuper de moi. Peut-être a-t-elle été retenue. Fais-nous donner du punch. Vous allez encore vous faire du mal, dit Nanine. Tant mieux. Apporte-moi aussi des fruits, du pâté ou une aile de poulet, quelque chose tout de suite. J'ai faim. Vous dire l'impression que cette scène me causait, c'est inutile. Vous le devinez, n'est-ce pas? Vous allez souper avec moi, me dit-elle. En attendant, prenez un livre, je vais passer un instant dans mon cabinet de toilette. Elle alluma les bougies d'un candélabre, ouvrit une porte au pied de son lit et disparut. Pour moi, je me mis à réfléchir sur la vie de cette fille et mon amour s'augmenta de pitié. Je me promenais à grands pas dans cette chambre, tout en songeant quand Prudence entra. « Tiens, vous voilà », me dit-elle. « Où est Marguerite ?»« Dans son cabinet de toilette. Je vais l'attendre. »« Dis donc, elle vous trouve charmant, saviez-vous cela ?»« Non. »« Elle ne vous l'a pas dit un peu ?»« Pas du tout. »« Comment êtes-vous ici ?»« Je viens lui faire une visite, à minuit. »« Pourquoi pas ?»« Farceur. » Elle m'a même très mal reçue. Elle va mieux vous recevoir. Vous croyez? Je lui apporte une bonne nouvelle. Il n'y a pas de mal. Ainsi, elle vous a parlé de moi? Hier au soir, ou plutôt cette nuit, quand vous avez été parti avec votre ami. À propos, comment va-t-il, votre ami? C'est Gaston R, je crois, qu'on l'appelle. Oui, dis-je, sans pouvoir m'empêcher de sourire en me rappelant la confidence que Gaston m'avait faite et en voyant que Prudence savait à peine son nom. Il est gentil, ce garçon-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il a 25 000 francs de rente. Ah, vraiment? Eh bien, pour en revenir à vous, Marguerite m'a questionné sur votre compte. Elle m'a demandé qui vous étiez, ce que vous faisiez, quelles avaient été vos maîtresses, enfin tout ce qu'on peut demander sur un homme de votre âge. Je lui ai dit tout ce que je sais, en ajoutant que vous êtes un charmant garçon. Et voilà. Je vous remercie. Maintenant, dites-moi donc de quelle commission elle vous avait chargé hier? D'aucune, c'était pour faire partir le compte, ce qu'elle disait. Mais elle m'en a chargé d'une pour aujourd'hui. Et c'est la réponse que je lui apporte ce soir. En ce moment, Marguerite sortit de son cabinet de toilette coquettement coiffée et son bonnet de nuit orné de touffes de ruban jaune appelé techniquement des choux. Elle était ravissante ainsi. Elle avait ses pieds nus dans des pantoufles de satin et achevait la toilette de ses ongles. « Eh bien, dit-elle en voyant Prudence, avez-vous vu le duc ?»« Parbleu. » Et que vous a-t-il dit? Il me l'a donné. Combien? 6 000. Vous les avez? Oui. A-t-il eu l'air contrarié? Non. Pauvre homme. Ce pauvre homme fut dit d'un ton impossible à rendre. Marguerite prit les 6 billets de 1 000 francs.
Il était temps, dit-elle. Ma chère Prudence, avez-vous besoin d'argent? Vous savez, mon enfant, que c'est dans 2 jours le 15. Si vous pouviez me prêter 300 ou 400 francs, vous me rendriez service. Envoyez demain matin. Il est trop tard pour faire changer. N'oubliez pas, soyez tranquille. Soupez-vous avec nous. Non, Charles m'attend chez moi. Vous en êtes donc toujours folle? Toquez, ma chère. À demain. Adieu, Armand. Madame Duvernoy sortit. Marguerite ouvrit son étagère et jeta dedans les billets de banque. Vous permettez que je me couche, dit-elle en souriant et en se dirigeant vers son lit. Non seulement je vous le permets, mais encore je vous le prie. Elle rejeta sur le pied de son lit la guipure qui le couvrait et se coucha. Maintenant, dit-elle, venez vous asseoir près de moi et causons. Vous me pardonnez ma mauvaise humeur de ce soir? Me dit-elle en me prenant la main. Je suis prêt à vous en pardonner bien d'autres. Et vous m'aimez? À en devenir fou? Malgré mon mauvais caractère. Malgré tout. Vous me le jurez? Oui, lui dis-je tout bas. Nanine entra alors, portant des assiettes, un poulet froid, une bouteille de Bordeaux, des fraises et 2 couverts. Je ne vous ai pas fait faire du punch, dit Nanine. Le Bordeaux est meilleur pour vous, n'est-ce pas, monsieur? Certainement, répondis-je, tout ému encore des dernières paroles de Marguerite et les yeux ardemment fixés sur elle. Bien, dit-elle. Mets tout cela sur la petite table. Approche-la du lit. Nous nous servirons nous-mêmes. Voilà 3 nuits que tu passes. Tu dois avoir envie de dormir. Va te coucher. Je n'ai plus besoin de rien. Faut-il fermer la porte à double tour? Je le crois bien. Et surtout, dis qu'on ne laisse entrer personne demain avant midi. Chapitre 12. À 5 heures du matin, quand le jour commença à apparaître à travers les rideaux, Marguerite me dit « Pardonne-moi si je te chasse, mais il le faut. Le duc vient tous les matins. On va lui répondre que je dors quand il va venir, et il attendra peut-être que je me réveille. » Je pris dans mes mains la tête de Marguerite, dont les cheveux défaits ruisselaient autour d'elle, et je lui donnai un dernier baiser, en lui disant « Quand te reverrai-je » Écoute, reprit-elle, prends cette petite clé dorée qui est sur la cheminée. Va ouvrir cette porte, rapporte la clé ici et va-t'en. Dans la journée, tu recevras une lettre et mes ordres, car tu sais que tu dois obéir aveuglement. Oui, et si je demandais déjà quelque chose, quoi donc? Que tu me laisses cette clé? Je n'ai jamais fait pour personne ce que tu me demandes là. Eh bien, fais-le pour moi, car je te jure que moi, je ne t'aime pas comme les autres t'aimaient. Eh bien, garde-la, mais je te préviens qu'il ne dépend que de moi que cette clé ne te serve à rien. Pourquoi? Il y a des verrous en dedans de la porte. Méchante. Je les ferai ôter. Tu m'aimes donc un peu? Je ne sais pas comment cela se fait, mais il me semble que oui. Maintenant va-t'en, je tombe de sommeil. Nous restâmes quelques secondes dans les bras l'un de l'autre et je partis. Les rues étaient désertes, la grande ville dormait encore, une douce fraîcheur courait dans ces quartiers que le bruit des hommes allait envahir quelques heures plus tard. Il me sembla que cette ville endormie m'appartenait. Je cherchais dans mon souvenir les noms de ceux dont j'avais jusqu'alors envié le bonheur. Et je ne m'en rappelais pas un sans me trouver plus heureux que lui.
Voilà, c'est ainsi que se termine donc ma lecture de La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils. Je vais vous donner 2 petites citations avant de vous quitter. Quand un homme a honte de lui, il est impitoyable pour les autres. Les femmes permettent quelquefois qu'on trompe leur amour. Jamais qu'on blesse leur amour-propre. Voilà, ce sont 2 citations d'Alexandre Dumas. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine lecture et je vous souhaite une très belle nuit ou une très belle soirée.